Parlons peu, parlons bien les amis, on y est, 2026, c'est l'année où vos collègues sont totalement et intégralement remplacés par l'intelligence artificielle. Chouette, on les aimait pas les collègues, et vous en faites partie, vous êtes forcément le collègue de quelqu'un d'autre. Méfiez-vous les amis, un peu de sérieux pour cette revue d'actualité de ce joyeux malgré tout lundi 9 février 2026 avec des grosses dingueries dont on vous parlera pas dans les grands médias alors que l'impact est dingue. Suivez bien ça, on va parler de ce que vient de sortir OpenAI et puis du côté d'Anthropic et du côté de Google et du côté de Elon Musk et du côté des Français. Les amis, il faut absolument vous tenir au courant de tout ça. C'est pour ça qu'on fait cette revue d'actu web et digital tech sur Renault Décode et on commence avec la première news du jour, celle que j'ai voulu mettre en avant. Ça s'appelle OpenAI Frontier et vous devez absolument comprendre ce que c'est parce qu'on est en train de vivre un bouleversement gigantesque. C'est tout de suite, c'est maintenant. OpenAI vient donc de sortir, de communiquer, c'est en sortie très restreinte pour l'instant, je vais tout vous expliquer, vient de sortir un truc qui s'appelle OpenAI Frontier. Alors, outre le petit jeu de mots, ou c'est pas un jeu de mots, c'est un clin d'œil, cette solution, je vais vous expliquer ce que c'est une solution, OpenAI Frontier joue un peu avec le mot frontier, c'est le truc dont on parle régulièrement en disant que on cherche l'intelligence artificielle frontier, c'est-à-dire où on sera là, bim, tac, on repasse la frontière et l'intelligence artificielle globalement sera plus intelligente que n'importe quel humain sur la planète, aka super intelligence, aka AGI, etc., etc. Bon, c'est un clin d'œil où OpenAI apparemment veut nous faire comprendre que ce qui vient de sortir là, qui va se déployer petit à petit, là maintenant en ce début d'année 2026, ouvre la porte d'un nouveau monde dans lequel les amis, vos collègues vont être remplacés par l'IA, sont remplacés par l'IA, voire seront pas recrutés du tout, voire le boulot salarié, celui de col blanc dans les bureaux, n'existera plus. Ouais, c'est le chiffon rouge qu'on nous annonce en mode Skynet Terminator depuis l'arrivée des LLM, mais on en est loin. Non, on n'en est pas loin puisque les amis, c'est ici, c'est là. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ici, vous avez une des pages d'OpenAI qui nous présente donc OpenAI Frontier. C'est donc une plateforme. Ça ici, ce sont des clients, les amis, qui sont en train de tester ce truc. Alors c'est pas des petites boîtes, c'est des très grosses boîtes. Ils sont en train de tester tout ça, l'utiliser en prod. C'est pas du test, tiens, on va ouvrir le paquet. C'est du test, on l'a déjà. Bon, on se rendra compte que c'est aussi des boîtes qui ne recrutent plus. Étrange coïncidence, ou alors pas du tout une coïncidence, non, parce que vous allez piger de quoi il s'agit. On n'est plus dans la logique du petit LLM, du petit chat GPT qu'on utilise au quotidien, on est dans un autre game. On n'est plus non plus dans la logique des agents IA qu'on peut programmer, on peut faire des automatismes avec l'IA et ça fait une petite tâche sur toutes les tâches que j'ai à faire dans ma journée. Ça m'aide à faire des tâches que j'avais pas le temps de faire, ça m'apporte de la qualité, ou ça fait certaines tâches que je faisais avant, ça m'apporte de la productivité. On est au-dessus de ça. Bon, on est dans une logique entreprise, on l'a bien compris. Oui, mais on est bien au-delà, les amis. Bon, qu'est-ce que c'est ce bazar ? Eh bien, OpenAI Frontier, vous devez le comprendre, c'est une solution intégrée, packagée, plus ou moins, disponible sur les serveurs d'OpenAI et disponible également sur des services cloud tiers, du genre, si vous voulez ça, sur OpenAI, il est sur OpenAI, il faut un truc professionnel, il faut contacter OpenAI, il faut dire est-ce que je peux jouer avec OpenAI Frontier s'il vous plaît, ils vous répondent ou vous répondent pas, il faut être une grosse boîte et puis ça va se démocratiser petit à petit, c'est encore en bêta. Bon, vous pouvez aussi vous dire non, moi je veux pas que ce soit chez OpenAI, je veux que ce soit sur un cloud à moi, genre Azure, oui c'est les partenaires, Microsoft, etc. Vous pouvez aussi avoir OpenAI Frontier sur Azure. Je veux le récupérer chez moi à l'entreprise. Non, ça c'est pas possible. Là, vous ne pouvez pas l'installer en local chez vous, ce truc-là. Bon, c'est quoi ce truc-là, Renaud ? Tu vas nous dire ou pas ? Je vais vous expliquer, pas du tout avec ça. Je vais vous expliquer avec ce petit schéma fourni par OpenAI. Lisons ce truc du bas vers le haut, les amis. Vous avez tout votre système aujourd'hui. Vous êtes une entreprise, vous avez de la data absolument partout. Vous avez aujourd'hui des outils absolument partout. Vous avez des documents qui dorment dans les PC des salariés, dans les archives, dans vos outils système, votre CRM, votre ERP. Tout ça, ça reste chez vous. Par contre, vous construisez ce qu'ils appellent le business context. C'est la première brique de ce fameux système OpenAI Frontier, d'avoir la possibilité de mettre à un endroit, donc soit chez OpenAI, soit chez Azure,
toutes vos informations, tous vos workflows, tous vos process, toutes vos data, absolument tous vos automatismes, vous les mettez tous et ça vous fait une base de travail et de recherche et de data unifiée pour l'ensemble de votre boîte. Là-dedans, il y a à la fois de la data que vous avez et il y a aussi de la connexion avec des outils. Par exemple, à votre CRM, votre logiciel qui gère toute la partie commerciale, ou à votre logiciel comptable, ou à votre ERP, à votre logiciel qui gère la logistique. Vous connectez tout ça et ça vous fait un contexte propre à votre entreprise. Oh là là, là déjà, ça commence à être du sérieux. Attends, c'est pas fini. La couche du dessus, c'est agent execution. Et bien là, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des agents par métier, par poste. Non, pas par tâche. Ça fait un moment qu'on nous bassine les oreilles avec les agents. Nous, ici, on dit sur Renault Décode que les agents, c'est super, ça permet de faire des dingueries, mais ça ne remplace pas des métiers, ça remplace des tâches. Tiens, trie-moi mes mails. Ah, un agent qui trie des mails. Là, on n'est plus dans un agent qui trie les mails. On est un agent assistant administratif qu'on va appeler Gérard. Très bien. On peut avoir aussi un agent alerte sur les positions des stocks, un agent patron de la logistique qui s'appelle, mettons, Gérard. On a également un agent qu'on peut créer, c'est pas un agent prends mes tickets de carte bancaire et mets-les dans ma compta. Non, c'est un agent comptable qui gère toute la compta, l'outil comptable et tout ça, qu'on va appeler par exemple Gérard. Un agent commercial SAV, très bien. Un agent commercial, on appelle pour avoir des nouveaux clients. Voilà, vous avez comme ça des agents complets qui sont en fait là pour le coup des métiers, composés eux-mêmes de plein de petites choses qu'on peut faire. Bon oui, mais alors du coup comment ça fonctionne ce truc ? Eh bien les amis, on nous explique ici, et puis dans les papiers que j'ai poncés là-dessus pour bien comprendre ce dont il s'agissait, on va avoir quelque chose en plusieurs étapes, en 4 étapes en fait, pour créer ces fameux agents. Et en fait, on va se retrouver avec des vrais métiers, avec des vrais Gérards qui sont nos collègues de demain. Et du coup, il n'y a plus de place pour les vrais collègues humains. Ouais, mais c'est ça le truc. Alors c'est hype, parce qu'on va pouvoir se dire, mais attends Renaud, ce que tu es en train de nous dire là, c'est que je vais pouvoir faire ma boîte avec 12 000 Gérards et je vais faire une super grosse boîte avec moi tout seul dedans, c'est génial, oui. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils deviennent tous les Gérards ? Ils retournent à l'école, il n'y a pas besoin, il n'y a plus de boulot. Ah mince, ils vont au chômage, il n'y a pas de besoin, il n'y a plus de boulot. Qu'est-ce qu'on fait de nos vies ? Ah, donc le truc est aussi enthousiasmant que flippant. Est-ce qu'ils les font bien ces agents ? Est-ce que c'est pas du bullshit cette histoire ? J'avais pas le terme, il m'est venu. Eh bien, il y a 4 dimensions pour avoir des agents qui sont production ready, pour faire le Gérard comptable vraiment. D'abord, il y a tout un environnement dans ce OpenAI Frontier dans lequel on va décrire ce que fait mon Gérard comptable. On va lui dire ce qu'il fait, etc., etc. On va aussi lui donner des accès. Ah tiens, il a accès à mon outil de comptable. Ah tiens, à mon outil de paye. Ah tiens, aussi au business plan, aussi aux archives de toutes les RH, etc., etc. Bref, pour les RH. Mais vous avez compris, on lui donne tout un tas d'accès, de documents et on spécifie ce qu'il doit faire. Ensuite, il y a une phase d'onboarding. Une fois que tu as dit ça, c'est bon, j'ai créé mon Gérard comptable, le système OpenAI Frontier va te dire, attends, dans ces cas-là, il fait quoi ? Dans ça, il fait machin truc. Et tous les jours, il doit faire quoi ? Est-ce qu'il a des trucs récurrents à faire ? Est-ce que quand il se passe ça, il doit se passer autre chose ? Et que se passe-t-il quand machin ? Il va te poser plein de questions et tu vas avoir cette phase d'onboarding où tu vas en fait former ton Gérard. Voilà, que tu as décrit juste avant. Je cadre un petit peu ça, mais voilà, c'est un peu ce principe-là. Et ensuite, 3e étape, il y a une boucle d'amélioration continue avec des retours et évaluations, c'est-à-dire tiens Gérard il a fait tel truc, est-ce que c'est bien comme ça qu'il fallait le faire ? Non, et il aurait dû me faire un tableau mieux que ça, puis j'aime bien les graphiques, ah très bien, et là est-ce que c'est mieux ? Ah oui, là c'est vachement mieux, est-ce que c'est parfait ? Oh pour être parfait faudrait... Voilà, vous continuez comme ça à l'auto-améliorer en continu avec des retours et des évaluations. Vous pouvez même mettre un agent pour faire ce travail-là de former d'autres agents. Bouclé. Et puis 4e étape, vous lui mettez des limites. Non, là Gérard, tu vas un petit peu trop loin. Là, tu as commencé à placer de l'argent de la boîte offshore pour faire des optimisations fiscales. Je voulais pas que ça aille jusque-là. Ah pardon patron. Bon, voilà. Et donc ça vous fait une boucle dans laquelle vous pouvez former des vrais agents. Ce que je suis en train de vous dire n'est pas conceptuel. C'est un truc qui existe vraiment chez les premiers clients de OpenAI Frontier et ils sont en train de poncer ça. On est en février 2026. Vous pouvez être sûr qu'en mars, en avril, en mai, on va en reparler et qu'à la fin de l'année, ce truc est fini. Ce truc est une grosse dinguerie. Et vous pouvez être sûr que Google va s'y mettre également parce que Anthropic s'y est déjà mis. Oui, je vous ai parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines de Claude Cowork. C'est un peu la même logique d'avoir un collègue qui bosse avec vous.
mais c'est plutôt à des fins individuelles. J'ai un collègue, Claude Cower, qui bosse avec moi sur mon PC pour faire des tâches que je fais moi. C'est pour me remplacer juste moi. Là, OpenAI Frontier, c'est pour remplacer tout le monde, pour avoir à recruter personne, pour faire une entreprise complète. Vous avez donc vos agents, j'en suis là dans mon explication. Ensuite, il y a globalement des retours d'expérience qui sont faits à l'administrateur de ce OpenAI Frontier dans votre entreprise, qui lui dit, tu sais Gérard, il a plutôt bien bossé, mais par contre, un tel, il n'était pas bon, et puis là, le taux de satisfaction s'est écroulé, ça ne va pas. Donc au niveau global de l'entreprise qui devient une entreprise virtuelle, parce que c'est une entreprise IA avec pas de gens dedans, on va pouvoir évaluer, optimiser l'ensemble des process globaux. Donc il y a une optimisation au niveau des agents, des Gérard, et une optimisation au niveau global de l'entreprise. Et tout ça, ce système est possiblement intégrable et accessible d'absolument partout. C'est-à-dire, vous pouvez dire, attends, j'ai fait un Gérard commercial service après-vente, je vais le mettre sur mon site web, voilà, je vais l'intégrer directement sur mon site internet. Ah tiens, et puis mon Gérard super assistant personnel, je vais l'emmener sur mon WhatsApp avec moi dans le train. Oui, comme ça on est bien. Bon, et puis mon Gérard patron, il va rester les fesses sur sa chaise pour gérer mon entreprise, etc., etc. Tout ça va pouvoir être accessible de partout, de partout, ChatGPT. Voilà, ChatGPT entreprise, forcément. ChatGPT Atlas pour avoir accès au navigateur et tout le bastringue dans des applications business et dans absolument tout ce que vous voulez. Je voulais absolument vous parler de ce OpenAI Frontier parce qu'on ne peut pas parler de ce truc-là en 3 secondes et demie dans le JT de 20h alors qu'on devrait en faire une émission complète, pas forcément de cette solution-là parce que d'autres l'auront et puis d'autres vont faire ça et Gemini va rentrer dans la course et tout le bastringue, mais pour nous dire parce que ça nous le dit très clairement, ce qu'est en train de devenir notre monde aujourd'hui, début 2026. Youpi, super, on va tous pouvoir être patron d'une entreprise avec plein de Gérards. Peut-être qu'à un moment, et ça je pense que ça arrivera dès 2026 aussi, on pourra se revendre des Gérards. Qu'on n'appellera pas des Gérards, s'il vous plaît. C'est moi qui ai donné ce prénom comme ça. Si vous vous appelez vous-même Gérard, je vous fais un gros bisou. Mais on pourrait se dire, tiens, moi j'ai formé, avec ces boucles d'apprentissage, etc., j'ai formé un super Gérard comptable pour des entreprises artisanales de bâtiments. Il est super pour ça, il est génial. Plutôt que je le réapprenne tout seul, tu veux pas me le refiler ? Bien sûr, on aura peut-être des places de marché d'agents en mode OpenAI Frontier. Et ce ne sera pas les agents dont on parle aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà pas mal de margoulins, des experts IA sur LinkedIn qui nous disent, je te vends un agent, c'est même pas un agent, c'est un automatisme tout simple, avec une IA tout simple, il n'y a pas agentique là-dedans, donc c'est pas un agent à mon sens. Là, on est dans une autre dimension des agents. C'est des métiers, c'est des postes dans l'entreprise, c'est des Gérards. Pardon, mon allégorie, elle est peut-être bonne pour vous faire piger ce truc-là. En tout cas, c'est une grosse dinguerie. Je voulais vous en parler parce que oui, c'est exaltant et en même temps, si tous vos collègues sont remplacés assez rapidement parce que vaut mieux payer un abonnement, même si l'abonnement de ce truc-là, il est à 500 balles ou 1000 balles, ça fait des frais fixes, amortissables, c'est quand même plus sympa qu'un salaire. Pour tout patron qui est près de ses sous. Voilà. Et donc, on voit le cataclysme arriver gros comme un camion et l'impact social et sociétal, notamment sur nos emplois. Vous êtes au courant de tout ça maintenant. On va pouvoir passer tranquillou aux actus suivantes. Parce que c'est bien beau de parler de ce que fait OpenAI, mais les autres, les amis, on va se faire un petit tour d'horizon dans cette revue d'actu. On va parler d'Anthropic encore une fois, même si je vous en ai beaucoup parlé vendredi parce que leur dernier modèle est absolument dingo. On va parler aussi de ce que fait Google en ce moment et quel est son positionnement parce qu'ils ont tous un positionnement différent. On parlera aussi de ce que fait Elon Musk, qui a aussi un positionnement différent dans ce monde du futur avec l'IA. Et on parlera des petits Frenchies aussi, tant qu'à faire. Allez hop, c'est parti. On continue cette revue d'actu avec Anthropic. Je ne reviens pas, ça veut dire que j'y reviens. Ah ouais, c'est marrant comme tournure de phrase. Sur Opus 4.6 qui a complètement enflammé le web, m'a enflammé moi aussi. Je vous en ai parlé vendredi dernier dans la revue d'actu. Si vous voulez ne pas louper ces actus, surtout abonnez-vous sur YouTube, activez la petite cloche pour ne pas les louper. Et sachez que tout est disponible en replay, ces revues d'actu, nos tutos. On a fait un tuto aussi là-dessus. Ce week-end, il faut que vous vous teniez au courant de tout ça. On a parlé donc de Opus 4.6 et la hype me semble un petit peu confirmée, les amis, puisque si on va regarder les leaderboards, vous savez, c'est comme LM Arena, là c'est donc c'est disponible sur arena.ai, vous avez des classements des différents modèles qui sortent, qui sont des classements établis en fonction de ce qu'en pensent les gens. En gros, vous allez sur ce site et vous pouvez faire des battles. Oh, trop bien. En fait, vous faites un prompt et à l'aveugle, il vous donne 2 réponses. Vous savez pas quel modèle vous a répondu. Le seul truc qu'on vous dit, c'est
vous avez préféré quelle réponse? Quelle réponse est la meilleure à votre avis? Et on dit, bah, c'est plutôt celle-là ou c'est plutôt celle-là. Et en fonction de tous ces gens qui font des petites battles, bah, on arrive à un classement comme aux échecs, c'est un classement Elo. Donc en fonction de qui gagne les batailles contre qui, bah, ça nous donne une position. Et les amis, Claude Opus 4.6 a clairement plié le game. Donc il est devant en IA classique, LLM standard. Il est surtout extrêmement loin devant tout le monde avec des capacités de code dont on a parlé vendredi et sur lesquelles je vous ai d'ailleurs fait un tuto ce week-end. Retrouvez ça les amis. En tout cas, on va dire les power users, les utilisateurs un peu avertis et ceux qui poncent vraiment l'intelligence artificielle sont en amour sur ce modèle Opus 4.6. Je vous refais pas tout l'article, un très large contexte, etc., des capacités d'adaptation de sa profondeur de réflexion. Bon, moi, ce que j'y vois, c'est juste, bah, il travaille super bien, il est super pro, il est super carré, il réfléchit dans le bon sens, c'est dingo. Et on est encore que début 2026. Bah, il y aura bien un 4.6, 4.7, 4.8, un 5, un 6, un 12. Bref, tout ça ne s'arrête pas. Mais le truc, c'est que Anthropic veut pas laisser retomber le soufflet parce qu'en fait, ils se sont fait un petit peu damer le pion. Il y a un petit baston la semaine dernière puisque OpenAI a aussi sorti son modèle qui code qui est surpuissant. Bon, bah, et pas à ce niveau. Ah bon, dommage. Bon. Et Anthropic veut pas lâcher l'affaire et ils viennent de publier un truc qui peut vous faire là aussi réfléchir sur le monde de demain. Le fait qu'ils ont fait une annonce. Alors, je me souviens plus si j'ai un papier là-dessus ou pas. Non, j'en ai pas, mais j'ai pas d'illustration à vous donner parce que c'était pas une communication officielle. Mais Anthropic a communiqué sur le fait qu'ils ont placé ce fameux Claude Opus 4.6, donc ce superbe modèle, dans une logique d'aller chercher des failles logicielles. Vous voyez le truc qui... Ouais, hein, vous voyez la pente là? Ouh, louloulou, attention ça glisse. Ouais, bon. Ils se sont dit, puisque Claude Opus 4.6 est super balèze, et notamment dans sa capacité de travail et de réflexion, et notamment dans tout ce qui est code, bah si on lui refilait tout un tas d'outils open source, notamment des outils qu'on peut récupérer sans les acheter, des très très connus, des très très utilisés open source, et puis aussi des petits fabriqués par tout le monde. Tu sais quoi? On va faire bosser nos Claude Opus 4.6 pendant une journée sur plein d'outils. Fin de la journée, on relève les compteurs, alors sur la partie sécurité, et Claude Opus 4.6, il avait fait un travail absolument exceptionnel. C'était à la fois un test qu'il faisait et en même temps c'est très utile puisqu'il a trouvé 500 vulnérabilités de haute gravité qui n'avaient jamais été vues, perçues, détectées, connues par les développeurs eux-mêmes, sachant qu'on parle de solutions qui sont pour certaines très très utilisées et par de la communauté open source. Donc pour mettre les mains dans le cambouis avec des développeurs intelligents, on sait faire dans cette communauté-là. Et ben Claude Opus 4.6 en 24 heures, il a dit bah là il y a une faille, là il y a une erreur, là il y a une erreur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est donc des failles 0D, hein, personne ne les connaissait là, bim, on est au jour 0, il faut vraiment réparer le tuyau. Eh bien, toutes ces failles de sécurité, elles ont été détectées par Claude Opus 4.6, et ce qui est dingue, c'est qu'elles ont été détectées par des méthodes d'ingénieurs en développement, quoi, de super cadors du développement. C'est pas juste, je teste plein de trucs pour voir si ça craque, comme on fait d'habitude, c'est ce qui s'appelle du fuzzing, voilà, on balance plein de trucs, on essaye des trucs, on en balance 4 millions, puis on voit si ça tient ou pas. Non, pardon, excusez-moi d'avoir toussé dans le micro. Claude Opus 4.6, il a fait un truc très intelligent en se posant des questions, en se disant peut-être que là il y a une faille. Tiens, si je testais comme ça, est-ce que ça ferait réagir tel truc? Il a fait des petits tests en off, en ayant des petites réflexions internes pour savoir s'il pouvait y avoir une faille cachée dans une faille, etc., etc. Et il a trouvé des dingueries. Alors c'est génial, parce que ça veut dire qu'en termes de sécurité, ce genre de modèle maintenant à ce niveau-là vont pouvoir sauvegarder nos vies, nos logiciels. On va plus avoir de piratage, on va plus avoir de problèmes de cybersécurité, et c'est cool. Oui, le revers de la médaille, c'est qu'on se demande à quel niveau va falloir aller pour être expert en cybersécurité, vu que maintenant on a un modèle qui en 24 heures nous trouve 500 failles que personne n'avait vues. Impact sur l'emploi, on y est encore. Et puis surtout, on peut se dire, si ces modèles sont aussi malins pour trouver des failles que personne n'avait vues, ils doivent potentiellement être aussi très malins pour créer des failles que personne ne verra, ou d'exploiter des failles que personne n'a encore vues. Ah voilà, donc c'est peut-être l'arme redoutable et redoutée pour ceux qui attaquent de la cybersécurité et ceux qui défendent leur cybersécurité. En tout cas, ce modèle est une grosse dinguerie. Si vous n'êtes pas encore intéressé à ce Claude Opus 4.6, on a l'impression que cette vidéo est sponsorisée alors que pas du tout. Je vous invite à regarder ça de plus près. Très bien,
On a vu OpenAI, donc leur positionnement OpenAI, c'est clairement sur l'entreprise de demain peuplée intégralement d'IA pour remplacer tous les Gérards de la boîte, très bien. Claude, Anthropic, on a bien compris que le but du jeu c'était d'avoir des IA super intelligentes, super capables, super professionnelles, très bien. À qui qu'on passe ? À qui le tour ? Bah c'est maintenant. Et Google, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé de Google dans le monde de l'IA. Oh oui, ça fait au moins 8 jours, Renaud. Bon, qu'est-ce qu'ils font Google, Gemini et DeepMind pendant ce temps-là, que OpenAI et Anthropic s'écharpent pour être le meilleur dans le domaine de l'IA? Eh ben les amis, chez Google, on joue. Ah ben on a que ça à faire? Non, ben les amis, je vous en ai parlé un petit peu il y a quelques temps, mais je voulais vous en reparler puisqu'il y a des nouveautés sur la partie gaming de chez Google DeepMind Gemini. Je vous retrouve ça, mais je vais le retrouver avec vous. Vous regarderez par exemple ce papier si ça vous intéresse qui concerne Game Arena. Qu'est-ce que c'est ce truc? Eh ben c'est vraiment une arène de jeux. Alors il y a plein de jeux auxquels on a envie de jouer du côté de DeepMind et de chez Gemini, et on nous indique qu'on a même rajouté des nouveaux jeux à ce Game Arena. Mais attendez, à quoi ça sert ce Game Arena ? Eh ben faire jouer les IA, parce que les IA quand elles jouent à des jeux, eh ben elles apprennent des tas de choses que nous aussi on a appris. Est-ce que le ludique c'est pas la meilleure manière pour les humains d'apprendre des trucs? Eh ben pour les IA c'est peut-être un petit peu la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a voulu leur apprendre de nouveau à ces IA là dans Game Arena? Eh ben on leur a déjà appris tout un tas de petits jeux, et il y a deux, trois gros jeux qui viennent d'arriver et qui vont peut-être vous faire comprendre où en est le développement de l'IA et surtout ce que fait aujourd'hui Gemini et DeepMind pour dominer le monde de demain avec l'intelligence artificielle. Les échecs, on est d'accord. Le poker. Alors les échecs pour prévoir des coups à l'avance, pour avoir des stratégies, pour voir ces stratégies de réflexion, si elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes. On fait jouer comme ça les IA aux échecs et elles deviennent de plus en plus malines. D'ailleurs, Google Gemini mise encore beaucoup sur les échecs parce qu'il y a quand même une patte de si tu sais super bien jouer aux échecs, c'est que tu as un QI supérieur, en disant que Gemini 3 plombe tout le monde aux échecs. Mais ils ont aussi intégré le poker. Oui, différentes parties, différents styles de poker. Voilà, pour apprendre à l'IA à quoi ? À bluffer, à tricher, à cacher son jeu, à pas dire ce qu'il a comme carte. Je ne sais pas, mais je vous laisse réfléchir à tout ça. Et dernier jeu arrivé, c'est le loup-garou. Oui, ils jouent au loup-garou. Je vous assure que c'est vrai. Ils font aussi des batailles, des arénas. Là, vous le voyez, c'est le jeu du loup-garou. Alors, symbolisé comme ça, mais vous voyez que dedans, on a mis Grok, on a mis GPT 5.2, on a mis Claude, on a mis les gros modèles, et on les fait jouer au jeu du loup-garou. Pourquoi, me direz-vous ? Eh ben, vous l'aurez compris, pour avoir des stratégies, pour comprendre, intuiter ce que dit l'autre, ce qu'il ne dit pas, ce qu'en fonction de ce que dit un tel, ça veut dire que l'autre, il ment ou qu'il dit la vérité, que moi, il y a des trucs que je peux garder pour moi, etc. Bref, le jeu magique, social du loup-garou, eh bien Google Gemini avec DeepMind, avec ce Game Arena, est en train de faire jouer les intelligences artificielles à ce genre de jeu. J'en profite pour vous dire que du côté de chez DeepMind, nous avons également Genie 3, dont je vous ai déjà parlé, mais je vous refais un petit complément là-dessus. Genie 3, c'est aussi un des projets de DeepMind qui vise à fabriquer des mondes virtuels directement avec une intelligence artificielle. Donc c'est un simulateur de monde, un simulateur d'environnement qui est vachement bien et qui vous permet d'avoir comme ça des environnements dans la nature, etc., 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 etc. Et ça vous permet aussi d'avoir des environnements, des mondes créés de toutes pièces, qui sont nos mondes réels d'aujourd'hui, dans les villes par exemple, sur nos routes. Vous le voyez arriver ? Oui, parce que dans l'entreprise Alphabet, l'énorme, gigantesque entreprise Alphabet, Google, etc., nous avons aussi Waymo. Waymo, c'est des voitures. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y aurait de mieux comme idée quand on a compris ce truc de gaming dont je viens de vous parler, quand on a compris de ce truc de Genie 3 pour créer des environnements virtuels, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux d'entraîner les futurs cerveaux des véhicules autonomes, Waymo, dans des environnements gamifiés, des environnements de jeu. Je vais recharger ma page parce que ça va ramer sévère. Dans des environnements virtuels qui sont ceux-là. Donc les world models de Genie 3, vous le voyez ici, sont utilisés pour entraîner les véhicules Waymo.
Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Ça veut dire qu'on va créer des environnements de toutes pièces qui n'existent pas dans la vraie vie et on va se marrer par exemple à mettre un éléphant en plein milieu de la route et voir ce que du coup la voiture peut faire. En gros, là on a mis une tornade par exemple au milieu de la route et on voit comment la voiture va décider d'agir. Là on fait une inondation et on voit ce qui se passe. Là on met de la neige et on voit ce qui se passe, etc. Bref, on crée des événements, une voiture qui traverse la route à toute berzingue, il y a même des images avec un éléphant qui arrive au milieu de la route, un arbre qui est couché sur la route, tous ces cas de figure qui n'arrivent que très très peu, on les retrouve pas dans la vraie vie, du coup on peut pas entraîner les véhicules autonomes là-dessus. Et vous avez compris toute la logique de Gemini, de DeepMind, de créer du gaming dans lesquels on va entraîner des IA qui sont les cerveaux des véhicules autonomes de demain et qui vont jouer à quoi ? Un world model, un environnement simulé dans lequel il peut se passer absolument tout. On va apprendre l'IA à gérer quand elle va rencontrer un cas qu'elle n'a jamais rencontré de sa vie. Je trouve ça absolument dingue ce que fait Google, Gemini, et puis c'est très ludique, DeepMind là-dessus. Vous l'aurez compris, chacun son positionnement. Gemini, DeepMind, Google prépare déjà le futur en essayant d'avoir des IA qui comprennent, qui s'entraînent à plein tube en ce moment. Leur prochain modèle, on peut en être sûr, que ce soit dans les voitures ou ailleurs, ça va être dingue. Mais tant qu'on en est à parler de voitures, faisons une prochaine actu sur la partie IA physique, parce que l'IA, c'est pas juste des trucs qui se baladent sur nos ordis, c'est aussi des trucs qui commencent à se balader sérieusement dans la vraie vie, comme les voitures et comme les robots. Et le champion dans ce domaine, c'est Elon Musk. Du côté de chez Tesla, on fait des grosses avancées. Alors, je vous ai déjà parlé de plein de trucs la semaine dernière autour des entreprises d'Elon Musk qui fusionnent, etc., etc. Là, aujourd'hui, je voulais vous parler du positionnement qui me semble être celui d'Elon Musk aujourd'hui dans le monde de l'IA et dans le monde de demain. Il me semble, mais vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, que Elon Musk est en train un peu de lâcher, qui a déjà commencé à lâcher, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, la bataille de l'IA pour l'école blanc, de l'IA virtuelle, de l'IA embarquée dans nos ordis, dans nos tablettes, dans nos smartphones, etc., etc. J'ai l'impression que Elon Musk a un peu lâché xAI et Grok, etc., etc. Mais Renaud, tu es fou. Quel serait le bijou, le joyau d'Elon Musk, lui qui voit toujours vers le futur ? Comme il voit toujours vers le futur, il voit la deuxième vague. Après l'IA qui remplace tous les cols blancs, il y aura l'IA qui remplace tous les cols bleus, les métiers physiques. Et là, les amis, on parle forcément des voitures autonomes, des véhicules autonomes, des camions autonomes, des tracteurs autonomes, des outils autonomes, des tondeuses autonomes, tout ce que vous voulez, et également des robots humanoïdes. Et Elon Musk, il a fait quelques sorties récentes sur ce sujet, et il n'arrête pas d'alimenter ce truc. Ça, c'est un tweet un petit peu ancien, mais qui nous parlait déjà de Dojo 3 et de AI5. Qu'est-ce que c'est que ces noms de code chelous ? Je vais vous le dire en quelques mots. Dojo 3, Dojo, c'est un supercalculateur qui avait été construit il y a un petit moment, puis abandonné par les entreprises d'Elon Musk, donc notamment Tesla, puisque c'était Dojo, un supercalculateur qui visait à entraîner des modèles pour les véhicules autonomes. Dojo est relancé en version Dojo 3. Alors, il n'y a plus les mêmes puces dedans, bref, peu importe, on passe les détails. Mais en tout cas, c'est totalement relancé pour pouvoir fabriquer, fabriquer, réaliser les futurs modèles d'intelligence artificielle physique. Pour les voitures, compréhension du monde qui nous entoure. Pour les robots, compréhension de tiens, Gérard il est en train de travailler comme ça, je vais faire exactement la même chose en plus vite. Ah, Gérard, t'es viré. Bref, vous avez compris le principe de cet axe que semble, à mon sens, avoir Elon Musk sur l'IA physique, dans les matériels, dans les robots, dans les voitures, dans les véhicules et dans tout. Et puis l'autre sortie d'Elon Musk, elle s'appelle donc AI5, c'est les puces. Enfin, c'est pas... AI5, c'est à la fois des puces et c'est à la fois les systèmes complets. Le but du jeu, semble-t-il, d'Elon Musk, c'est d'avoir une puce qui va fabriquer, pas tout seul, mais avec des partenariats très forts, Samsung, TSMC, etc. Et l'avoir embarqué dans un système pour créer le cerveau des IA physiques de demain, pour pouvoir les mettre dans des voitures, des tondeuses, des robots, etc., etc. Et autre brique qui me fait penser tout ça, c'est que Optimus, alors là, on a très très peu d'infos,
On a beaucoup de bruit de pas mal de gens qui connaissent Elon, qui connaissent machin, qui nous disent qu'en ce moment, Optimus, vous savez, le robot humanoïde de chez Tesla, est en train de faire des grosses dingueries d'entraînement. Il est en train de bosser, semble-t-il, dans toutes les gigafactories, les grosses usines de chez Tesla notamment. Il est déjà en ce moment en train de bosser là-dessus, de façon imparfaite, mais il apprend tous les jours, toutes les minutes même, à Fremont, à Austin, dans toutes les grosses factories, usines, on dit en français Renault, de chez Tesla. Optimus bosse et il bosse en regardant les humains bosser. C'est ce qu'on nous explique là-dessus, c'est qu'il est en train d'acquérir un tas d'informations sur comment bossent les humains. Le but du jeu, c'est une sortie d'une prochaine version d'Optimus, avec des modèles entraînés par Dojo 3, avec du AI5 sur le système et la puce, et on prévoit déjà AI6 pour aller encore plus loin, avec de l'Optimus qui s'entraîne, des Tesla, des voitures autonomes qui s'entraînent. On aura peut-être dans l'année, c'est sûr, des nouvelles versions, mais peut-être un truc très très évolué qui va totalement nous bluffer, et on va peut-être rentrer en 2026-2027 dans l'IA qui disrupte aussi les métiers physiques. Oui, mais il n'est pas vraiment capable de petits gestes, il est en train d'apprendre et il se dote de toutes les capacités. À mon avis, Elon Musk, il va tout droit vers cette direction qui est celle du futur, et on verra bien si c'est lui qui gagne cette compétition-là, parce qu'en ce moment, ça compétitionne beaucoup. Et en France, alors, on fait rien au milieu des Google, des Anthropic, des OpenAI et des Tesla. On ne fait rien en France? Si, un petit peu quand même, je vous en parle tout de suite. Avec deux infos qui nous viennent de chez Mistral. La première, ça s'appelle EMI, qui est un Mistral verticalisé. Je vous en parle parce que c'est intéressant de comprendre aussi ce qui se passe et que ça peut peut-être donner des idées à vous, à votre entreprise, à d'autres gens autour de vous. Et là, c'est pas n'importe qui, on peut s'enorgueillir de ce truc-là. Un partenariat entre Mistral AI et le CNRS. Rien que ça, voilà, nos grands cerveaux vont bosser avec nos grands cerveaux d'intelligence artificielle. C'est de la souveraineté, on y est, et c'est un outil verticalisé. En gros, c'est un partenariat où Mistral AI a fourni ses meilleurs modèles, un ensemble de ces modèles. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'informations sur comment c'était architecturé, mais apparemment, il y a plusieurs modèles, peut-être des modèles vocaux, des modèles d'analyse d'image, des modèles larges, des modèles de code. Bref, ils ont fait un écosystème dont je sais pas grand-chose. Ils l'ont mis sur des serveurs à part, du cloud à part, uniquement pour le CNRS. Ils l'ont surtout fine-tuné, ils l'ont post-entraîné. Alors, d'après les informations que j'ai pu glaner, ils n'ont pas fait un nouveau modèle juste pour le CNRS, mais ils ont poncé, fine-tuné et réentraîné et verrouillé aussi les modèles de Mistral à la sauce CNRS, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 39 000 agents au CNRS qui vont pouvoir bosser avec de superbes IA fine-tunés, entraînés, qui ont toutes les données scientifiques, qui peuvent faire des tas de tâches, comme celles que vous faites vous au quotidien avec l'IA, je l'espère, mais qui vont aller beaucoup plus loin et pour des besoins scientifiques. Et plutôt pas mal cette première news sur ce que fait Mistral. Et puis l'autre news de Mistral, c'est un truc que je vous invite vraiment à tester, que vous soyez geek ou non geek, il faut vous mettre à ce truc-là, puisque Mistral vient aussi de sortir plusieurs nouveaux modèles. Alors on n'en entend pas parler, enfin si, je peux vous le dire qu'on en entend parler, mais à l'étranger. Aux États-Unis, en Angleterre, un peu partout dans le monde, je fais ma revue de presse et tout le monde parle de Voxtral et de Realtime, Voxtral Realtime de Mistral. En France, personne n'en parle. Si, vous, maintenant, vous serez au courant, vous pourrez en parler à la machine à café, puisque ce truc est quand même un game changer dans cette niche de l'intelligence artificielle qui est le traitement de la voix, puisque Mistral nous sort plusieurs modèles en plusieurs tailles, notamment le Voxtral. Alors vous le voyez là-haut, c'est le Voxtral Transcribe, voilà, il est ici, qui vise à traduire, tout simplement. Vous lui donnez un très gros fichier, une très grande durée de vidéo, d'audio, de MP3, de tout ce que vous voulez, et il vous sort une transcription, mais impeccable. Ça peut, et je sais qu'il y a certains malinos qui commencent à le faire chez vous, j'ai eu des petits messages ce week-end, ça peut vous fournir directement, très facilement et rapidement, un horodatage très précis de tout ce qu'il y a raconté dans votre vidéo ou dans votre audio. Vous savez,
savez qu'à telle seconde, il s'est passé telle chose. Vous savez qu'à telle minute, ou à telle seconde précisément, il y a le commentateur qui a beuglé dans le match de foot et qu'il a dit tel truc, donc c'est qu'il doit y avoir un but. Donc, hop, j'invente un nouveau petit système qui permet d'aller directement au moment des actions les plus fortes dans un match de foot. Vous voyez, j'invente comme ça des applications possibles et il y en a plein. Il y en a plein avec ce Voxtral Transcribe version 2 qui en plus plie le game parce qu'il est super pas cher. Il est super fiable, il bosse en plein de langues, dont des langues pas européennes, hein, le chinois, etc., mais il est super fort sur les langues européennes. Bah oui, c'est Mistral, bah voilà. Il s'est bien entraîné et il est vraiment pas cher. Donc toute la planète, pour tous les besoins de transcription de l'audio, est en train de passer sur Voxtral, et y compris en temps réel, puisque oui, c'est la dinguerie qui accompagne, ils vont de pair ces deux-là, c'est le Voxtral Real Time. Et là, les amis, eh ben, j'ai envie de dire adios les transcripteurs, voilà, les traducteurs. Je suis désolé pour vous, les amis, mais maintenant, on a encore une niche dans laquelle on a un bouleversement total de l'emploi. Et là, on le voit très très bien. On pense à tous les traducteurs, etc. On se dit, ah mince, les pauvres. Eh bien, les amis, c'est comme ça, et puis il y a plein d'autres métiers qui sont disruptés, mais en tout cas, tout le monde est en train de se jeter sur le Voxtral Real Time. Il est ici, il donne des délais de latence très très faibles, et c'est important parce que c'est du temps réel, vous l'aurez compris. Je pourrais tout à fait le brancher, j'ai très envie de le faire, là, pendant mes lives sur Renaud Décode, histoire que ça fasse des sous-titrages avec 240 millisecondes de décalage, génial, et que ça vous affiche ici le sous-titrage de ce que je suis en train de vous raconter en temps réel. Là aussi, les applications sont folles. On peut écouter plein de trucs, on peut écouter des conversations, on peut écouter des bruits, on peut écouter plein de choses et comprendre ce qui se passe et réagir très vite par rapport à tout ça. C'est Voxtral Real Time, et là aussi, c'est très peu cher et c'est accessible. C'est en open weight, c'est accessible en direct. Hein, vous pouvez le tester sur le chat, vous pouvez le tester en API sur Mistral, vous pouvez le tester dans la partie Pro Studio de Mistral, et vous pouvez aussi le récupérer parce que c'est de l'open weight. Les modèles sont tout petits, donc vous pouvez les télécharger. Bah, c'est du Mistral. Il y a à la fois des modèles commerciaux pour être intégrés dans des trucs, et il y a aussi les modèles open weight avec licence Apache 2.0. Donc vous pouvez les intégrer dans vos outils que vous allez fabriquer demain. Et donc Mistral va se retrouver dans plein d'outils. Dès qu'il va y avoir du vocal et de la compréhension, on aura du Mistral dedans. Champion de ça, Mistral, personne en parle en France. C'est dommage, mais vous, ça doit vous donner plein de petites idées d'intégration de tout ça, parce que vous pouvez aller jusqu'à le télécharger, le récupérer, le faire tourner en local. Ce modèle, il y a des modèles tout petits qui marchent très très bien, que vous pouvez mettre sur votre PC, histoire d'avoir un traducteur automatique. On pensera à tous les métiers et toutes les activités d'aide, de soutien, de support pour le handicap, pour la santé, etc. Dans plein de domaines industriels et commerciaux aussi, ça va être très très utile, tout ça. Et je termine cette revue d'actu qui est encore une fois très dense, mais qui vous dit quel est l'impact de ce qui est en train de se passer en 2026 autour de l'IA et surtout de notre vie sociétale, qui tourne beaucoup aujourd'hui autour de l'emploi. Il faut peut-être très urgemment commencer à réfléchir à la société de demain, à l'inventer, à avoir un nouveau siècle des Lumières chez nous, parce qu'il va falloir qu'on récupère, avec notre petite souveraineté et notre façon de faire à nous et notre culture à nous, petite souveraineté. Hein. La souveraineté parfaite n'existe pas, puis elle n'est pas souhaitable. Il faut quand même discuter avec tous les copains, mais il ne faut pas être inféodé, parce qu'il faut peut-être montrer une voie nouvelle, inventer une société de demain et tout réformer. J'en termine avec cette revue d'actu en vous parlant du serpent de mer, je n'ai pas d'autre mot que celui-là, des données de santé en France. On va faire très rapide là-dessus. L'État français vient enfin de se positionner. Il a fait que se positionner, hein. Mais il va falloir que ça bouge tout ça beaucoup plus vite, les amis, vous le comprenez maintenant. Se positionner sur le Health Data Hub, pardon pour mon accent anglais dégueu, en gros où se trouvent les données de santé en France. Aujourd'hui, il y a un petit scandale puisqu'on dit on a un super Health Data Hub, c'est super, c'est du Microsoft Azure. Donc les données de santé privées, etc., c'est super qu'elles soient concaténées, disponibles pour nous suivre dans notre vie, dans notre santé, etc. C'est génial, ça crée plein d'applications d'avoir toutes ces datas-là. On est d'accord, sauf qu'on se rend compte que tout ça, c'est sur du Microsoft Azure, parce qu'il n'y avait que ça comme système. Non, il n'y avait pas que ça, on aurait pu faire des efforts et faire de la commande publique pour justement financer des champions. On ne l'a pas fait. Toutes nos données de santé
elles sont sur Microsoft Azure. Alors l'État est en plein bégaiement depuis des années là-dessus. Oui, mais on peut pas faire autrement, machin, mais peut-être qu'à un moment, on mettra les datas sur un autre truc, mais en fait, tout le compute, on le gardera sur Microsoft Azure parce qu'il n'y a pas trop d'autres solutions. Bon, ils viennent enfin de discuter, de décider et dans le bon sens. Tout ça va passer sur du souverain. Donc c'est fini pour Microsoft Azure. Enfin, c'est pas fini maintenant, parce que s'ils coupent maintenant, on n'a plus rien. On n'a pas de solution, on n'a pas de plan B. Mais d'ici un an, c'est un peu l'échéance qui est imaginée, mais on n'en sait pas plus. En tout cas, c'est un vœu. J'espère qu'il sera pas un vœu pieux, que ce soit vraiment une décision. On va quitter Microsoft Azure. Et donc, on a des gens qui sont en lice, comme OVH Cloud, comme d'autres, Outscale, etc., Scaleway. Il y en a d'autres, j'ai oublié les noms, mais il y en a d'autres acteurs européens ou français qui pourraient émerger là-dessus en disant tiens, on va faire un appel d'offres, on va passer une commande publique parce qu'on ne veut plus avoir de serveurs américains, on veut avoir du cloud souverain. C'est des guillemets, c'est des petits lapins qui discutent, c'est important parce que souverain, le terme est un peu bizarre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et donc pour l'instant c'est une décision, et maintenant on attend l'application de tout ça, et il n'y aura pas a priori de phase transitoire. On veut tout, les data, le compute, etc. ailleurs que sur des services américains, même s'ils sont positionnés en France, ce qui est le cas du Health Data Hub de Microsoft Azure, parce que y a des lois américaines qui disent que en cas de mouise, si c'est américain, on peut aller regarder ce qu'il y a dedans. Bon, bref, on a enfin décidé, tout ça va faire de la commande publique et ça aidera peut-être, je le souhaite, rapidement à l'émergence d'un vrai gros acteur du cloud européen et français. Ce serait pas mal. Voilà les amis pour ces actus du jour qui étaient vraiment toutes sur l'angle le monde de demain, le monde qui vient. Les amis, il est à forger ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la petite cloche pour ne rien louper de ces revues d'actu web via Digital Tech. Parfois il y a du léger, aujourd'hui il y avait du préoccupant, exaltant en même temps. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Vous nous retrouvez bien entendu sur le site renault-descodes.fr, vous avez toutes les informations, vous pouvez vous inscrire, discuter avec tous les autres, c'est un site communautaire donc c'est vachement bien. Vous avez également une offre d'accompagnement là-dessus sur tout ce qui est IA et automatisation. Vous pouvez en profiter également, ça coûte très peu cher et c'est très quali. C'est vraiment un club pour vous permettre de vous améliorer et de faire grandir vos compétences sur tout ce qui est IA, automatisation et tous ces sujets dont on parle et qui sont essentiels à maîtriser aujourd'hui en 2026. Et puis on se retrouve bien sûr en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi pour l'émission Renault Décode. Je vous donne rendez-vous. Vous êtes abonné? Vous avez activé la petite cloche? Très bien. Alors nous verrons pour une prochaine revue d'actu web IA Digital Tech sur Renault Décode.